Que nous reste-t-il comme perspective quand nous avons le sentiment que la justice ne nous protège pas? Lorsqu'un père qui souffre d'une maladie psychique expertisée se retrouve en prison sans soins depuis plus de 2 ans et pour une durée indéterminée pour des SMS. Lorsque ses enfants et sa femme sont laissés seuls face à ce drame, confrontés à des procédures au tribunal des enfants ou des affaires familiales, déconnectés de leurs réels besoins et en décalage total avec l'urgence de la réalité de la maladie psychique. Lorsque des avocats se retrouvent commis d'office sur un dossier qu'ils découvrent devant la porte du tribunal et qu'ils attisent ces conflits par habitude plutôt que de les apaiser, lorsqu'un système censé protéger crée plus de difficultés que de bénéfices pour les familles en pleine tourmente. C'est à cet endroit précis que se situe notre conversation d'aujourd'hui. Mon invitée est maître Barbara Régent, avocate au barreau de Paris, fondatrice du cabinet Régent Avocat. Elle défend une justice éthique, humaine et pacifiée. Elle nous démontre qu'on peut faire autrement, exercer son métier d'avocat sans plaider, sans violence et en limitant les contentieux, qu'on peut écouter, réparer, reconstruire, trouver des consensus. Un changement de vie aussi bouleversant soit-il nécessite de trouver des issues les meilleures et les plus durables pour chaque personne concernée, d'autant plus quand des enfants sont concernés. C'est là que naissent les avocats de la paix. Par son engagement, ses prises de parole, Maître Régent offre de très belles perspectives à ce mot justice qui avait perdu pour moi tout son sens. Elle offre ainsi à mes enfants et moi et à des milliers d'autres familles une lueur d'espoir là où tout s'est effondré. Bienvenue dans ce 8e épisode d'Éclat d'esprit. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace de parole où la justice retrouve toute son humanité au profit de chaque citoyen. Bonjour Maître Régent, c'est un vrai plaisir d'échanger aujourd'hui avec vous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a amené au droit et plus particulièrement à cette approche éthique et humaine que vous défendez aujourd'hui? Bonjour Hélène, je suis vraiment ravie d'être avec vous et bravo pour ce formidable podcast qui va certainement changer les choses. Alors pour brièvement me présenter, je suis avocate depuis 17 ans maintenant, cofondatrice des associations Humanéthiques et les avocats de la paix. Et pour répondre à votre deuxième question, qu'est-ce qui m'a menée au droit? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. C'est une vocation, donc je ne sais pas. Ça sort du plus profond de mon être, certainement. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis toujours, depuis enfant, j'ai toujours aimé et vouloir être celle qui parle pour et qui défend les injustices. Donc c'était déjà le cas dans la cour d'école, hein, pour tout vous dire. Voilà, donc je pense qu'en fait, ce sont plutôt toutes ces valeurs en fait qui me portent et euh, peut-être se dire que lutter contre la justice, c'est aussi ce qui nous rend humains. Alors, lutter contre la justice, l'injustice, mais aussi lutter parfois contre l'exercice actuel de la justice. Vos principes, ils sont empreints de bon sens et d'humanité et ils offrent aux familles de véritables perspectives d'avenir, ce qui contraste profondément avec mon vécu personnel. Face à la prise en charge de notre situation, face à une maladie psychique, et par les tribunaux, autant français que belges, parce que du coup, notre situation est aussi spécifique sur ce plan-là. Je suis confrontée à la justice belge et française, ce qui n'arrange pas spécialement les choses. Quelle est aujourd'hui la réalité du terrain en matière de justice familiale? On peut dire en tous les cas qu'en France, elle est sinistrée, elle est presque au bord de l'implosion, il n'y a pas d'autre mot. On est dans un système où les délais sont absolument abyssaux, où on n'arrive pas à avoir des réponses dans des temps suffisamment restreints pour que finalement cette réponse judiciaire ait du sens, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de mois, on peut se demander si elle a vraiment une utilité. Je vous prends un exemple très concret. Moi, j'aime bien être très pragmatique. Je crois que vous l'avez compris, Hélène. Donc, hier, j'ai reçu, alors je vous cite 2 exemples. Hier, j'ai reçu un message d'une cliente pour laquelle j'avais déposé, je fais très peu de contentieux, mais j'avais déposé une requête en modification des modalités de l'autorité parentale il y a plus d'1 an. C'est-à-dire il y a 15 mois exactement, plus d'1 an. Modification des modalités de l'autorité parentale, quelque chose d'assez simple qui peut être réglé par un juge en quelques moments.
Et dans ce dossier-là, on appelle le greffe tous les 15 jours pour savoir où il en est, hein, parce qu'on en a tellement marre d'attendre que on les harcèle d'une certaine manière pour savoir si un jour ce dossier va être fixé. Et hier, on reçoit la fixation et la cliente me répond, enfin, c'est un miracle. Mais non, c'est pas un miracle. On en est à se dire que recevoir enfin une fixation devient un miracle. Donc ça veut dire à quel point ça ne fonctionne pas. Deuxième point, hier, je mets ma robe pour la troisième fois seulement de l'année, pour un seul renvoi. Et je vais dans ce dossier et on me donne un renvoi un soir à 19h30. L'audience est fixée un soir à 19h30, c'est-à-dire qu'on en est à faire des audiences vespérales la nuit, à faire que les magistrats en droit de la famille et les avocats en droit de la famille doivent venir travailler après leur journée le soir pour pouvoir défendre les clients. Donc, dans quelles conditions, on peut se demander effectivement, dans quelles conditions cette justice est rendue par des gens qui sont fatigués et qui ont déjà parfois certains 10 ou 12 heures de travail derrière eux, et par des salariés ou des chefs d'entreprise qui viennent après leur propre journée de travail, qui sont eux-mêmes dans des dispositions où ils sont fatigués, entendre une justice qui ne va pas répondre à leurs besoins. Voilà l'état dans lequel est la justice française. Pour moi, actuellement, elle provoque des violences institutionnelles, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Et j'ai entendu le garde des Sceaux annoncer une phase amiable préalable obligatoire. Alors, je me réjouis que l'amiable devienne peut-être quelque chose de plus ordinaire et non pas extraordinaire. Maintenant, il faut savoir ce qui nous attend, en tous les cas, dans ces mesures qui ne sont pas réellement et concrètement encore annoncées. J'ajoute mon petit témoignage à cette lenteur que je vis également. Donc, moi, en janvier 2023, j'ai introduit une procédure auprès du JAF. Aujourd'hui, donc nous sommes en mai, il n'y a toujours pas eu d'audience. Donc, il y a une audience qui est envisagée en septembre. Ça fera 2 ans et demi de délai, alors que je n'ai aucune communication possible avec mon mari qui est gravement malade et que aujourd'hui, s'il se présente à l'école des enfants, il pourrait récupérer les enfants à l'école. Voilà. En fait, c'est non prise en compte de situations de danger pour les gens. En tout cas, d'insécurité. Je ne sais toujours pas s'il y a danger ou pas. La maladie fait que ça reste un énorme point d'interrogation par rapport à la personne qu'on a connue. Je dirais qu'il n'y a pas de danger. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, je n'ai aucune idée. Donc, en tout cas, une situation d'insécurité totale. Oui, mais enfin, quand je dis danger, c'est une potentialité. Et donc la justice, elle est là normalement pour éviter cette potentialité. C'est son rôle. Ouais. Vous partagez récemment le fait que la France est le deuxième consommateur de benzodiazépines en Europe, avec 9,1 millions de Français traités l'an dernier. Et vous interrogez, à juste titre, selon moi, la part de responsabilité de cette lenteur de la justice et des conflits familiaux, etc. Vous voulez nous en dire un mot? Oui, en fait, d'ailleurs, ça va rebondir avec une de peut-être des questions que vous allez me poser à la fin. Effectivement, on se rend compte que les conflits familiaux, les délais, etc., sont une source de stress absolument gigantesque. C'est un abîme et on est dans les pays européens les plus larges consommateurs de tous ces médicaments, les plus larges aussi consommateurs de prestations auprès des psychologues et des psychiatres. C'est qu'il y a une raison. Donc cette raison, il faut aller la chercher, il faut s'interroger sur ce qui fait que dans notre société, il y a ces nécessités. Et je suis assez persuadée, effectivement, que tous ces conflits familiaux et leur non prise en charge et l'absence d'accompagnement suffisamment solide des familles est en partie à l'origine de ces difficultés. J'en suis convaincue également pour le vivre de l'intérieur. Selon vous, comment la justice pourrait aider les familles? Alors là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et je pense que même l'émission n'y suffirait pas. Mais en tous les cas, déjà, si on avait une véritable politique publique en termes familial, c'est-à-dire que il faut absolument prendre en compte et en charge les familles d'une meilleure manière. Donc ça passe par plusieurs moyens, ça passe par effectivement une réforme globale
du droit de la famille qui est, je dirais, le droit assez napoléonien, empreint encore de beaucoup de paternalisme. Et donc, il y a un vrai travail de réforme de ce droit de la famille, mais aussi des procédures qui y sont attachées. Et puis, effectivement, c'est tout le système judiciaire familial qu'il faut refondre dans la mesure où aujourd'hui, on a un juge aux affaires familiales qui est isolé, un juge des enfants qui est isolé, un juge de la protection des majeurs et des mineurs qui est isolé, ce qui fait, et puis une justice pénale aussi qui est isolée. Donc tout ça ne fonctionne pas de manière très corrélée pour les familles. Quand moi, par exemple, dans un des rares dossiers contentieux que j'ai, il y a des problèmes en matière pénale, il me faut des délais, mais absolument abyssaux pour pouvoir avoir des informations, ce qui fait qu'en fait, ça n'arrive pas dans le dossier du juge aux affaires familiales avant un temps épouvantable. Quand ça arrive, c'est la même chose en matière de juge des enfants. Il n'y a pas de travail suffisamment fait pour que les choses soient complètement coordonnées. Donc, il nous faut un pôle famille gigantesque qui inclut tout ce que je vous ai indiqué, de manière à ce que tous ces gens travaillent ensemble et que nous, avocats, nous n'ayons pas à aller solliciter et donc faire des frais et des procédures supplémentaires pour nos clients, ce qui a un coût pour eux, et qu'on puisse avoir un traitement global des difficultés familiales. Voilà, ça c'est un des points sur lesquels effectivement il y a tout un travail à faire. Autre point également que j'avais soumis au ministre, parce que tout ça c'est déjà soumis dans les ministères, comme vous le savez, Hélène. Autre point que j'avais soumis, c'était le développement impératif, me semble-t-il, de la prévention. Donc tout le volet prévention n'est pas suffisamment développé, et notamment celui de l'information préalable à l'union qui devrait être ouvert pour tous les couples de manière à ce que chacun ait une information patrimoniale, de manière à équilibrer les finances dans la famille, et une information en matière de parentalité. Qu'est-ce que c'est que la parentalité? Quelles sont les obligations des parents à l'égard de l'enfant? Quels sont les droits, bien évidemment? Et également en matière de traitement des violences intrafamiliales. Qu'est-ce que c'est que la violence? Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle se termine quand elle se termine? Voilà, donc ce sont toutes les informations qui devraient être délivrées à tous les couples qui s'installent. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est une obligation de notre société, c'est une obligation de l'État. Et je vous garantis que dans ma situation à moi, tout ce que vous venez d'énumérer aurait permis de faciliter les choses, notamment la communication entre les différents tribunaux. Et j'ajouterais entre les tribunaux même de différents pays, parce que du coup, enfin en tout cas en Europe, il faudrait que cette communication puisse être plus facile. Aujourd'hui, effectivement, dans chaque tribunal dans lequel je me rends, ils ne voient la situation que par leur petit filtre à eux de ce qu'ils sont censés juger, sans prendre en considération la maladie, tout ce qui est fait par ailleurs pour régler cette problématique-là. Et du coup, notre situation est, j'ai pas de mots, je sais pas quoi utiliser comme mot, mais à force d'essayer de la régler par des petits morceaux, rien ne fonctionne en fait. Je ne désespère pas. Je suis certaine qu'à un moment, notre situation va illustrer pas mal de problématiques qui pourraient être résolues, j'imagine, assez simplement au final. Juste parce qu'en fait, c'est de la coopération. Exactement. C'est de la coopération entre pays. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer cette coopération? Peut-être faudrait-il réfléchir à la problématique avec un député européen pour savoir comment améliorer une espèce de coopération entre pays lorsqu'il y a des choses soit transfrontalières, même s'il n'y a plus de frontières, soi-disant en Europe. Enfin bon, la preuve qu'elles existent encore. Oh oui, ça c'est certain. Je les vis au quotidien, ces frontières. J'ai déjà reçu une réponse d'un ministre qui m'a mis en relation avec des personnes dont le but est de faire l'intermédiaire entre différents pays. Mais tout le monde se rejette la balle au final. Il n'y a pas de prise en charge de quoi que ce soit. J'ai des réponses qui sont qui ne me permettent pas de passer à l'action parce qu'il y a un autre mur qui se dresse devant moi. On me demande ça, oui, mais ça, je l'ai pas. Comment est-ce que je l'obtiens? Ben, il faudra un truc, ça. C'est un cercle vicieux où il n'y a pas d'issue. Et donc, je suis confrontée à ça depuis pas mal de temps. C'est administratif. C'est-à-dire que c'est la lourdeur administrative des deux pays qui fait que ça plombe votre dossier, quoi. Quelles sont les ambitions et les valeurs portées par les avocats de la paix et tout ce que vous défendez?
Alors, ambition, bah, je vous l'ai un petit peu dit en filigrane, c'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment d'obtenir la pacification des rapports de droit en France. Et alors ça, c'est pas que en matière familiale, hein, c'est dans toutes les matières du droit, puisque finalement, c'est tous ces conflits au quotidien qui pourrissent la vie des Français, qui sont une charge aussi psychologique et financière très lourde, que ce soit ça peut être des successions, ça peut être des conflits entre associés. Enfin voilà, nous, c'est vraiment tous les domaines du droit. Et puis, notre idée, c'est vraiment de promouvoir ces valeurs et de faire en sorte que les avocats euh, prennent conscience massivement de leur rôle dans ce développement de l'amiable et dans la pacification de la société. Un point qui m'a, moi, le plus heurté dans tout ce qui s'est passé, c'est la nécessité dans chaque tribunal de me considérer adversaire de mon mari. Alors que ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses, ni que je les ressens, ni que je les vis, etc. Mais peu importe le tribunal qui a eu à traiter notre affaire, nous sommes considérés comme adversaires. Je, Ça a toujours du mal à passer, quoi. Et je pense qu'à chaque fois, je l'ai dit, je ne suis pas, enfin, je ne suis pas son adversaire, mais personne, enfin, ça ne rentre pas dans les cas actuels de la justice. Mais c'est extrêmement difficile à vivre. Bien sûr. Alors déjà, je peux vous dire que c'est un mot qui n'existe plus dans mon vocabulaire. C'est-à-dire, c'est un mot que je ne prononce jamais. Il a totalement disparu. Et c'est le cas de la plupart des avocats de la paix qui ne l'utilisent pas. On a travaillé, et moi je travaille beaucoup sur la sémantique, et on a travaillé sur justement ce mot que je ne vais pas prononcer, Merci. Merci beaucoup. et aussi sur un autre mot qui est le mot contre, que je vais indiquer pour vous l'expliquer, parce que vous ne l'avez pas dit. Et donc, les dossiers ne sont jamais intitulés Pierre contre Jacques. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que nous, on met un tiret partout. Pourquoi un tiret? Parce que le tiret, c'est du lien. Donc, tout ça, c'est travaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le vocabulaire, il y a aussi comment on vit au quotidien, comment on écrit dans un dossier. Donc, il n'y a plus de pour, il n'y a plus de contre. Il y a des personnes qui sont en relation dans une situation de litige qu'elles doivent régler parce qu'elles ont un différend. Et donc, à nous, les avocats, de bâtir et non pas de détruire. Adversaire, c'est exactement comme quand vous écoutez la télé et que vous entendez des gens qui viennent débattre. Étymologiquement, le débat, c'est la guerre, c'est le conflit. D'ailleurs, on voit les journalistes parfois qui l'attisent. Or, en réalité, on doit converser. Donc, notre objectif, c'est de faire une conversation et c'est aussi mon objectif d'amener la conversation et non pas le débat dans un tribunal. C'est-à-dire comment, par une conversation intelligente et l'intelligence collective, on arrive à bâtir de nouvelles solutions. Voilà, c'est ça mon travail. Ah, j'adore votre travail. Mais déjà, de nous partager un petit peu, mais comment vos valeurs se traduisent-elles concrètement dans votre pratique quotidienne? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous avez déjà partagé? Peut-être vous dire que, en fait, l'amiable, c'est possible et c'est possible pour la grande, grande majorité des avocats. On considère globalement que 80% des dossiers, puisqu'on regarde les exemples des pays qui le font, peuvent être traités à l'amiable. Dans mon cabinet, c'est 90% des dossiers qui sont traités à l'amiable. Les 10% restants, ce sont des dossiers où l'amiable n'est pas possible parce que soit il y a des violences, soit il y a des questions de droit que l'on doit traiter et sur lesquelles le juge doit se prononcer parce que c'est une question particulière et on ne peut pas la régler d'un point de vue amiable, hein, c'est une question de droit. Ou alors, on a justement des problèmes, comme vous l'évoquez dans votre podcast, de santé mentale. Et ça, malheureusement, on ne peut pas, par exemple, par la médiation, on ne peut pas aller chercher le consentement de quelqu'un qui ne peut pas consentir. Donc voilà, c'est vraiment ce traitement des 10% est dedans. Et puis, malheureusement, il y a aussi des gens qui attisent le conflit, vous l'avez compris, et avec lesquels, malheureusement, on n'y arrive pas, qui desservent aussi les intérêts de leurs clients. Alors, parfois, le client peut être éclairé et se rendre compte que la stratégie de son avocat n'est pas la bonne, et alors il va changer d'avocat et on va réussir à faire de l'amiable parce qu'on aura réussi à trouver le fil. Donc, même dans les 10% qui restent, dans certains dossiers, je ne désespère jamais. Je continue à le proposer
Dans un dossier, j'ai un nombre d'avocats qui se compte dans le dossier pour l'autre partie. Je ne dis pas ce que vous savez, je dis l'autre partie, n'est-ce pas? Qui se compte par dizaines. Et dans ce dossier-là, à chacun des avocats différents dans ce dossier que j'ai eu, à chaque fois, j'ai été proposé les modes amiables. Tous ceux qui l'ont accepté ont été débarqués par cette personne. Mais en tous les cas, je l'ai toujours proposé. Donc, j'ai une patience qui ne s'arrête jamais pour les modes amiables. Ce fil dont vous parlez de l'amiable, j'ai été aussi le chercher chez tous les avocats dont j'ai eu connaissance. Et il y en a eu, je ne sais pas combien on est d'avocats du côté de mon mari, mais c'est une vingtaine aujourd'hui. Enfin, c'est Ah, voilà. affreux. À chaque fois que j'ai eu un nom, j'ai tenté en expliquant qui j'étais, ce que je cherchais exactement. Parce que quand je me retrouve à un tribunal et que j'ai accès à un interprète qui me dit que je veux, enfin, qui me traduit le discours de l'autre avocat qui dit que je veux juste enfermer mon mari et prendre le contrôle de ses biens, ça me laisse sans voix. Je me dis, mais comment tout ça est possible, quoi. Enfin, donc voilà. Donc je suis dans la même dynamique que vous, et je suis toujours pas fatiguée de le faire. Je sais pas combien de temps ça durera encore, mais voilà, mon mari mérite bien mieux que ce qui lui est proposé actuellement. Et nous C'est-à-dire aussi. que c'est un changement de posture des avocats, en fait, qu'il faut réussir à organiser. Un des éléments qui peut engendrer des différends entre des coparents, c'est la contribution à l'entretien de l'éducation de l'enfant, la pension alimentaire comme on la nomme souvent. C'est une question sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, jusqu'à mettre à disposition gratuitement un tableau susceptible d'aider chaque famille à y voir plus clair et à passer au-delà de ce différend, toujours dans la terre de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet et ces éléments clés? Qu'est-ce que tout ça apporte? Bien sûr. Donc, en fait, c'est un tableau auquel on a réfléchi avec ma collaboratrice qui s'appelle Joséphine Cause. Et donc, on a co-construit cette méthode de calcul des pensions régent Cause, comme nous l'appelons. Et donc, oui, plusieurs éléments sont rentrés en ligne de mire, c'est-à-dire qu'on avait les méthodes de calcul usuelles, les deux méthodes, voilà, de la CAF et puis celle des tribunaux. Et en fait, elles ne nous donnaient pas satisfaction parce qu'elles ne prenaient pas en compte le coût réel de l'enfant. Ce qui fait qu'on n'arrêtait pas de constater que les pensions alimentaires étaient très basses par rapport aux dépenses, parce qu'en fait, le coût moyen d'une pension, c'est 170 euros par mois en France, alors que le coût réel de l'enfant, c'est 650 euros. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un énorme décalage. Donc, ça n'était pas satisfaisant. Donc, nous, on a essayé de construire une méthode qui prend en compte, en fait, les éléments clés, finalement, des pensions, à savoir le coût réel de l'enfant, quelles sont les dépenses réelles des parents faites pour cet enfant ou ces enfants, la temporalité aussi, c'est-à-dire combien de temps l'enfant passe chez chacun de ses parents, parce que s'il est en résidence chez l'un et qu'il a un temps très réduit chez l'autre, ou si il y reste, je ne sais pas, 200 jours ou 300 jours, c'est pas la même chose, effectivement, que s'il y reste 50 jours. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, que les pensions ne soient pas adaptées au jour près. Donc, on prend en compte, nous, le jour près. C'était aussi inéquitable que les revenus des deux parents ne soient pas pris en compte. C'est-à-dire que, finalement, on ne doit pas prendre en compte que les revenus du débiteur, mais aussi ceux du créancier pour avoir un équilibre. Et puis, finalement, on peut résumer ça au fait de prendre en compte les conditions de vie générales des parents autour de l'enfant. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'enfant est pris en compte. Et c'est pas, si j'ai envie de m'acheter une moto à 100 000 euros, je sais pas le prix d'une moto. Si j'ai envie de m'acheter une moto à 100 000 euros ou à 50 000 euros ou à 20 000 euros et finalement de payer moins de pension, ben non, on va pas prendre en compte ta moto, madame ou monsieur. C'est pas possible. Voilà. Est-ce que du coup, vous avez des partages à nous faire de l'utilisation de cet outil qui a permis de pacifier certaines relations entre parents? Voilà, quel retour d'expérience vous avez? Oui, alors effectivement, c'est un outil très très puissant d'apaisement des conflits parce que prendre en compte et prendre finalement conscience de ce que c'est qu'une pension, le coût réel d'un enfant, c'est nécessaire pour les deux. C'est-à-dire que on entend souvent l'un qui va dire oui, mais moi je lui verse de l'argent, c'est pour se payer ses vacances. Bah,
parce qu'en fait, un enfant, ça coûte de l'argent, ça mange, on doit le chauffer, on doit le loger, etc. Donc, il faut prendre conscience de ça. Et puis, également, le fait, bien souvent, que d'avoir une vision réelle de ce que coûte un enfant, donc vraiment cette vision très précise du coût, ça permet complètement de dépassionner les choses. On est sur du concret, on est sur du réel, on est sur de la vie, on n'est pas sur une utopie, on n'est pas sur le fantasme de cet argent va être utilisé pour, je sais pas, s'acheter un jacuzzi ou je ne sais quelle imbécilité. C'est pas ça en fait. C'est un enfant, ça coûte de l'argent, il faut en prendre vraiment conscience. Donc voilà. Après, ça aide. Moi, je l'utilise en rendez-vous et l'idée, c'était vraiment qu'il soit accessible et gratuit pour tous. Donc chacun peut aller, même un couple en instance de séparation, bah, il peut aller faire une simulation. Ça veut pas dire que c'est la pension qu'un juge donnera automatiquement. C'est juste avoir une vision de ce que ça coûte pour chacun quand on est séparé avec deux modes de vie. Et ça, c'est un outil de discussion. Absolument, merci beaucoup pour ça. Je mettrai le lien pour Oui. pouvoir accéder à cet outil. Alors, vous êtes formé à plein de choses, je ne sais pas quoi exactement. Vous allez peut-être nous en parler maintenant. Et la question qui vient juste après, c'est est-ce que c'est accessible à tout avocat qui trouverait l'intérêt dans cette résolution amiable des conflits? Est-ce qu'en termes de temps ou de coût, de toutes les formations que vous avez pu faire, est-ce que c'est accessible à tous? Alors, oui, pour plusieurs raisons. Bien sûr que c'est accessible à tous parce que les ordres proposent un certain nombre de formations. Il y a même plein de formations qui sont totalement gratuites. Donc, il suffit d'aller regarder sur les sites des ordres. Par ailleurs, on n'est pas tous obligés d'être médiateurs. Moi, je me suis formée, je suis devenue médiatrice. Ça m'a pris 2 ans de formation. Je me suis aussi en train de me faire diplômer à la coordination parentale, donc ça m'a pris presque une année. C'est beaucoup de travail, ça, on ne peut pas le nier. Mais on n'est pas tous obligés d'exercer. Enfin, on peut tout à fait se former à une initiation, c'est-à-dire prendre tout ce qu'on peut en termes de formation, encore une fois, par des formations gratuites, etc. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que nous, les avocats, nous avons la possibilité de nous faire rembourser certaines de nos formations par le FIFPL, c'est notre organisme qui nous permet une prise en charge financière. Mais aussi, j'insiste parce qu'en plus, c'est ma collaboratrice qui a réussi à trouver cette information merveilleuse. Nous avons aussi accès au CFP et nous avons un compte de formation professionnelle avec de l'argent dessus qui est mis tous les ans que l'on peut solliciter pour des formations. Donc, on a en réalité plein d'ouvertures, il faut le vouloir. Après, encore une fois, on peut simplement se former à l'une ou l'autre des pratiques. On n'est pas obligé de se former à tous les modes amiables, comme je l'ai fait, mais on peut se dire, bah tiens, moi, je vais faire plutôt de la négociation raisonnée. Moi, je vais faire de l'accompagnement à la médiation. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il faut y aller. Pas de choses ou accepter le fil que tend un autre avocat formé pour accéder d'une autre manière à d'autres possibilités. J'ai une histoire, vous la voulez? Elle est courte, Absolument. mais elle est chouette. Un jour, je vais à une audience il y a quelques années et j'y rencontre une consoeur qui vient demander un renvoi dans un dossier qui est, euh, encore une fois, depuis trop longtemps dans les registres du greffe. Et donc, elle dit, bah, je viens juste d'être désignée au titre de l'aide juridictionnelle, etc. Bon, donc le renvoi est acté, mais à l'audience, elle est assez agressive. Et donc, on sort de la salle d'audience et je lui dis, on discute un petit peu. Je lui dis, mes consoeurs, puisque ça a été renvoyé, on va avoir le temps de discuter pour nos clients et de trouver éventuellement des solutions amiables, etc. Donc, je commence à lui faire mon petit discours. Et pareil, elle est sur les pavés, elle est agressive et tout. Et puis, je la laisse dérouler son fil. J'attends que ça se passe un petit peu. Et là, je lui dis, consoeur, je peux vous poser une question? Il dit, oui. Je dis, mais vous êtes formée en mode amiable? Et là, hop, ça l'interloque. Et elle a l'honnêteté et la grande bravoure de me dire, eh ben écoutez, non, je n'ai pas été formée. Je lui dis, mais pourquoi vous vous formez pas? Et là, je commence à lui expliquer, il faut prendre le train en marche, l'amiable c'est l'avenir, etc. Je lui fais mon petit discours. Et puis, elle me dit, bon, je vais réfléchir à vos propositions, je vous rappelle. 1 heure après, elle m'appelle en disant, bon consoeur, j'ai trouvé une formation, j'ai réussi à convaincre ma cliente, mais par contre, je vous demande juste une chose, attendez, si vous le voulez bien, que j'ai fait au moins 1 ou 2 sessions de formation avant qu'on fasse le rendez-vous à 4. Évidemment, j'ai dit oui.
Évidemment, on a eu un accord. Waouh, magnifique histoire, merci. Il ne faut pas lâcher son bâton de pèlerin. Et tout est possible, justement. Avec l'amiable, tout est possible. Un petit saut vers la Belgique. Je pense que vous avez aussi des consorts, des confrères en Belgique. Quelles sont les initiatives positives belges qui méritent d'être partagées ici? Alors, je ne peux qu'encenser mon amie Marie-France Carlier, vous vous en doutez, et le consensus parental et tout ce qu'elle a mis en place avec mon amie Bimaric, qui est juste, ce sont des femmes absolument merveilleuses, qui ont changé le fonctionnement de leur juridiction, qui ont changé les choses en Belgique, qui développent, qui essaiment absolument partout leurs bonnes paroles et qui ont mille fois raison de le faire. Elles ont mis en place des modèles qui permettent l'apaisement des conflits, qui permettent la prise en charge des familles de meilleure manière et de mieux protéger les enfants. Voilà, donc oui, en Belgique, il y a d'extrêmement belles choses. En Belgique, il y a aussi une spécificité, c'est d'avoir trois langues officielles, donc le français, le néerlandais et l'allemand. Quel est votre avis sur l'équité d'un procès et le risque d'injustice quand on n'est pas jugé dans sa langue? Il y a plusieurs points et plusieurs choses. Effectivement, on doit avoir de manière systématique un traducteur juré. Ça paraît être une obligation en Europe, ne serait-ce que ça. Je pense que l'Europe peut se pencher sur la question. Qu'est-ce que c'est que le procès équitable? Le procès équitable, c'est quand même d'être jugé dans une langue que l'on peut comprendre d'une manière ou d'une autre. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour que ce soit le cas. Oui, absolument. Je me suis souvent retrouvée en audience sans comprendre exactement ce qui se passait. Et c'est extrêmement difficile à vivre aussi. Et là, je pense que la CEDH peut peut-être prendre des décisions sur ces questions. Alors, face à la maladie, au retard de diagnostic, dans notre cas, on a tout perdu, au point de remplir les conditions pour bénéficier de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle en France. Et en Belgique, on appelle un avocat pro bono, pro deo. Donc, comme on l'a déjà dit, mon mari, il a été représenté par des dizaines d'avocats, enfin des vingtaines aujourd'hui, d'avocats différents, sans qu'on arrive à rentrer réellement en contact et en échange avec eux. De mon côté, je me suis présentée à nombreuses audiences sans avocat. Et aujourd'hui, quand j'ai un avocat, je le rencontre devant la porte, donc 5 minutes avant l'audience. Donc, il n'y a pas de connaissance. Il y a peut-être eu un échange mail avant, mais sans véritablement rentrer dans notre histoire. Bien que je sois reconnaissante de ce système qui me donne quand même accès à un avocat, je suis quand même pleinement lucide sur les limites de tout ça, mais que ce soit pour l'avocat qui est obligé d'être là pour moi à un moment et qui sait pas, enfin, voilà, qui arrive avec des Et qui éléments, n'a mais pas le temps. qui Voilà, n'a qui pas n'a le pas le temps, temps. voilà, exactement, que pour la défense de mes intérêts et de ceux de ma famille. Est-ce que l'accès à une justice équitable pour tous, c'est pas une utopie? Alors, je pense pas que ce soit une utopie. Je pense peut-être, comme je vous le disais, que notre système malheureusement ne fonctionne pas bien pour plein de raisons. Mais alors, il y a aussi une méconnaissance de plein de choses. Je pense que, par exemple, les assurances de protection juridique, elles ont un rôle à jouer très très fort et que effectivement, avec notre assurance habitation, eh bien, on devrait finalement avoir une assurance de protection juridique quasi obligatoire dans tous les dossiers. Ça pourrait faciliter les choses pour que les gens aient accès à un avocat qui ne soit pas seulement avec des plafonds d'aide juridictionnelle qui souvent sont très très bas et difficiles à mettre en œuvre malgré tout. Et ça rallonge aussi les délais parce que les délais d'instruction de l'aide juridictionnelle sont très longs. Autre point aussi qui est important et peut-être qui pourrait aider un certain nombre de vos auditeurs, il existe des consultants sociaux libéraux. Donc les consultants sociaux libéraux sont comme des assistantes sociales mais libérales. C'est une profession qui est assez peu connue parce que finalement, on sait aller taper à la porte d'une assistante sociale quand on en a besoin, mais on ne connaît pas le fait que certains existent en libéral avec un accès assez facilité, un coût relativement modeste. Et en fait, ça permet d'aller chercher des aides financières pour financer les prestations d'avocats ou d'autres aides, payer des écoles, payer, voilà, aider financièrement quand il y a besoin. Et en fait, il y a plein de fonds qui peuvent être sollicités, notamment auprès des caisses de retraite, auprès de l'employeur, auprès d'un certain nombre d'institutionnels. Et ces consultants libéraux vont les solliciter pour les personnes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher l'information parce qu'elle existe. Moi, je travaille avec une consultante sociale libérale pour mes clients qui ont des difficultés.
Et effectivement, elle va chercher des aides financières pour tout ce qui est nécessaire. Merci pour l'info, je ne connaissais pas ce métier. Je vais revenir sur la question de l'autorité parentale, qui est un droit et un devoir exercé en principe conjointement par les parents. Dans le cas d'une maladie psychique, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, comme on l'a dit, j'ai pu être face à un juge pour enfants, mais qui est déconnecté du juge des affaires familiales. C'est d'ailleurs lui qui m'avait renvoyé directement vers le juge des affaires familiales. Voilà, 2 ans et demi de délai pour espérer une audience qui n'aura peut-être pas lieu. Que peut-on faire, enfin, que peut-on espérer pour l'avenir dans le cadre des maladies psychiques ou pas que? Mais en tout cas, ça fait partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des motifs pour lesquels une communication ou un échange amiable est, en tout cas, momentanément, impossible. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, de choses à faire. Donc aujourd'hui, on a les procédures rapides qu'on appelle des brefs délais, mais qui fonctionnent pas toujours. Je vous prends mon exemple de tout à l'heure, où on est fixé à 19h30, on a fait un bref délai, on a réussi quand même à avoir une date d'audience au bout d'un mois et demi. Le monsieur, puisqu'en l'occurrence c'est un monsieur, se constitue au dernier moment, et donc l'audience est obligatoirement renvoyée, et les dates de renvoi sont très lointaines. Hein, ça peut être en septembre, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté un 19h30, et autrement c'était septembre. Donc, vous voyez, en fait, on doit, à mon sens, dans toutes les procédures où il y a des problèmes avérés de santé mentale, mettre en place des délais extrêmement courts. Ça pourrait être des décisions rendues en 15 jours. On ne peut pas laisser des familles pendant des mois sans solution, en fait. Et c'est ce que produit aujourd'hui notre système judiciaire. On laisse des familles en totale déshérence avec une absence de soutien, des difficultés financières, des difficultés psychologiques, des difficultés matérielles, parfois des problèmes de logement. Et finalement, la société, dont c'est le rôle, c'est pour ça qu'on paye des impôts, ne prend pas en charge en fait ces familles, et la justice n'est plus en capacité de les faire. Et on peut pas faire appel à la justice entre guillemets privée, qui serait celle de l'amiable. Donc, quelle est la solution? Ben, la solution, c'est de vraiment prendre en charge ces dossiers-là de manière très particulière, avec un traitement qui soit adapté en termes de délai. Est-ce que ça fait partie des réflexions actuelles auprès du ministère ou quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui agit Non, mais je actuellement dans pense ce qu'il sens? faudrait les porter. Alors, on pourrait, dans le cas des brefs délais, ajouter peut-être des choses en matière de santé mentale pour avoir, comme dans le cadre de l'ordonnance de protection, par exemple, hein, dans le cas des violences, on a l'ordonnance de protection qui permet d'avoir des procédures dans des délais extrêmement courts. Mais je pense qu'effectivement, dans les cas de santé mentale les plus difficiles, on devrait peut-être avoir des procédures extrêmement raccourcies. Peut-être qu'un projet à porter, du coup, dans cette année de grande cause nationale pour la santé mentale. Exactement. Oui, Avant de conclure cet épisode, je vous propose de répondre à 6 questions rapides que je pose à chacun de mes invités. avec plaisir. Quel moment clé a changé votre regard sur la santé mentale? Pour moi, c'est vraiment ce moment de prise de conscience, de corrélation entre la consommation des médicaments et les troubles dans la famille. Si vous pouviez déconstruire une idée fausse une bonne fois pour toutes, ce serait laquelle? Alors, il y en a une qui me tient énormément à cœur, c'est au-dessus du Panthéon, il est écrit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Donc, je pense que la patrie peut être reconnaissante à toutes les femmes pour le travail gratuit qu'elles font au quotidien dans la société. Donc, j'aimerais que sur ce monument soit aussi indiqué aux grands hommes et aux grandes femmes la patrie reconnaissante, et également qu'il y ait une parité au sein du Panthéon et qu'il y ait autant de femmes présentes et autant d'hommes. J'ai calculé qu'au rythme actuel, il faudrait à minima 70 ans en faisant entrer une tous les ans. Voilà. Voyez-vous des innovations qui pourraient révolutionner notre manière d'aborder la santé mentale et donc sa prise en charge dans la justice? Alors, oui, pour moi, il faut absolument, enfin, c'est vraiment social, c'est-à-dire qu'il faut plus de prise en charge en matière familiale, et notamment la fameuse IPU dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'information préalable à l'union, qui, à mon avis, comme outil de prévention, est indispensable à mettre en place. Elle a été validée par les 2 ministres de la famille précédents, mais comme vous le savez, en France, nous n'avons plus de ministère séparé de la famille, ce qui laisse penser du cas que l'on fait, en fait, de la famille en général dans la société. Moi, j'attends un vrai ministère d'État. Je l'attends avec impatience. Y a-t-il un livre, un film, une œuvre ou une rencontre qui vous a profondément marqué,
sur le sujet de la santé mentale ou des troubles psychiques? Alors oui, il y en a un qui pour moi est fondateur de plein de choses. Une actrice que j'adore, c'est un film que j'adore par sa beauté, par sa poésie, par voilà sa façon de ne pas juger. Ça s'appelle Still Alice et c'est avec Julianne Moore. Et vraiment, je vous le conseille vivement. C'est sur la maladie d'Alzheimer précoce. À partir d'aujourd'hui, que vous engagez-vous à faire, à initier ou à arrêter ou à continuer, hein, ou à faire différemment en lien avec votre santé mentale, du coup, de manière personnelle ou professionnelle? Tout Alors pour simplement. moi, je vais continuer à faire du sport parce que c'est mon équilibre, j'adore ça. Et ensuite, pour mes clients, moi, je continue vraiment à travailler auprès des ministères, des politiques, à continuer mon travail de lobbying, finalement, pour que tout ça soit pris en compte, pour que les familles soient évidemment beaucoup plus accompagnées au quotidien. Et je voulais vous parler de la filière santé-famille qui va être lancée le 15 mai, donc très prochainement, puisque nous sommes le 13, qui va regrouper thérapeutes, sexologues, médiateurs, DE. Ils ont eu la grande gentillesse de m'intégrer à leur comité d'orientation et nous aurons un certain nombre d'événements qui vont venir pour la protection des familles. Et j'espère que cette filière va aussi peser, comme les avocats de la paix, dans une meilleure prise en charge des familles et des enfants. Dans un an, comment rêverez-vous qu'on agisse collectivement en faveur de notre santé mentale? Comment agir? Pour moi, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir diminuer la consommation de médicaments. Ça, c'est le rêve ultime. C'est-à-dire que quand je verrai les dosages et les consommations diminuer, je serai heureuse. Et justement, à ce sujet, je conseille aussi un livre, je rebondis sur tout à l'heure, qui s'appelle Ève. C'est un livre américain, enfin d'une auteure américaine. Et dans ce livre, on explique notamment que tous ces médicaments ne sont pas adaptés à la plupart des femmes, puisque la plupart des analyses, etc., des tests sont réalisés sur des souris, des rats de laboratoire mâles, et donc ne prennent pas en compte tout ce qui est hormones, ce qui fait que très souvent, ces médicaments sont en réalité inadaptés à la plupart des femmes. Donc, il faudrait effectivement, là encore, une grande réforme de santé publique avec une prise en charge réelle des soins, en fait, pour les femmes. Et ça n'est pas bien fait dans notre société. Il est temps d'en prendre conscience. Merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé et pour tout ce que vous Merci à vous. apportez à moi et à plein d'autres familles. Merci énormément à vous de m'avoir reçu. C'était un moment très agréable en votre compagnie. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous. Si vous souhaitez proposer des sujets, soulever des questions, partager vos réflexions, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. Dans 15 jours, nous entamons le second volet des épisodes dédiés au sujet de l'internement. J'aurai le plaisir d'échanger avec Olivia Nederland, professeure de droit pénal à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et membre du groupe de recherche en matière pénale et criminologique. Madame Nederland est reconnue pour ses analyses critiques des politiques pénales belges, en particulier sur les sujets de la surpopulation carcérale et de l'internement. Nous vous proposerons un échange crucial pour mieux comprendre ce système, mettre en avant ses failles qui impactent directement ma famille et envisager de nouvelles manières de penser et de mettre en œuvre l'internement. À bientôt, en attendant prenez soin de vous et des vôtres. Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences, nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie.
De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la sentimentale est accessible à tous.